revoilà pour le 18e numéro de Bug, le super podcast ciné et série télé, bien entendu. Alors, et ménagerie aujourd'hui. L'équipe habituelle. Ah, non, ça c'est pour les petites surprises. Comme d'habitude, on vous réserve 2-3 petites pépites. L'équipe est toujours la même, hein. On ne change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de dire, la Dream Team de Bug. Donc je suis accompagné de Grumpy, Seb, salut Seb. Salut tout le monde. Et de Bastien, salut Bastien. Hey, salut à vous les feignants. Alors vous avez que ça à foutre que de nous écouter, bah bravo. Oh, un macroniste. Et donc je suis... ça envoie déjà du pâté, bravo. Bon début d'émission. Et donc je suis Alphonse, hein, appelez-moi Alphonse. Et Alphonse, écoutez, ça défonce. On a un petit programme beaucoup... Ouais, ça défonce Alphonse. On a un programme plutôt sympa encore aujourd'hui. Pas trop quand même, hein. Disons que ça va discuter. Et c'est ce qu'on aime, la discussion. Surtout quand il s'agit de films que nous avons vus tous les trois, et c'est suffisamment rare pour le citer. Donc aujourd'hui, au programme, nous avons Kingsman, donc la suite. C'est quoi le titre complet? Le Cercle d'Or. Merci. Et ensuite, nous enchaînerons avec It Comes at Night et nous conclurons par Jesse de Mike Flanagan, aussi connu sous le nom de Gerald's Game, son nom US, son nom original. Donc voilà, on a une émission qui se prépare, qui va être plutôt sympatoche. On va essayer de faire plus court que d'habitude, mais on vous promet rien parce que vous nous connaissez, on a tendance à partir un peu dans tous les en même sens. temps, t'avais promis qu'on serait sur iTunes il y a quelques semaines, on n'est toujours pas, donc... Oui, et la personne qui doit s'en occuper, je ne l'ai pas vue depuis un petit moment, donc effectivement, c'est un peu au point mort. C'est comme dans Gerald's Game, en fait, hein, il est peut-être mort, et t'attends. J'espère pas, j'espère pas, mais je désespère pas. J'ai failli le revoir hier soir, mais au dernier moment, il nous a fait faux. Bon, voilà. Donc, je me permets de vous rappeler, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que nous préparons une spéciale FAQ, donc on attend toujours vos questions. N'hésitez pas à les laisser sur notre compte Twitter Bug le podcast ou sur la chaîne YouTube de Seb qui s'intitule Grumpy Seb fait le pas de nom du tout en fait, faut les mettre dans les commentaires, je sais pas, en fait apparemment je peux changer le nom mais je l'ai jamais fait. C'est X-Hamster je crois. X-Hamster c'est dans une sous-catégorie. Donc, écoutez, envoyez-nous vos questions et nous vous y répondrons dans une émission spéciale qu'on vous prépare déjà et qui risque d'être assez mémorable. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et, comme promis, en avant-première, parce que ce n'est pas encore sorti chez nous, c'est un film qui sortira donc mercredi au moment où l'émission sera diffusée, ça sortira donc dans 2 jours. Et c'est la suite de Kingsman. C'est Seb qui va nous en parler parce que lui, bien entendu, vu qu'il est belge, il l'a déjà vu. Ouais. Parce que le film est déjà sorti chez eux, et quelle chance. Ce petit vénard va donc nous en parler. C'est à toi, Seb, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, donc Kingsman, le Cercle d'Or, non promis, pas de blague, le Cercle d'Or, ne le réveillez pas. Je pense d'ailleurs que parmi ceux qui n'ont pas aimé le film, beaucoup vont s'occuper de cette blague pas drôle. Non, moi j'ai décidé d'en parler parce que, à l'heure où l'escroquerie Denis Villeneuve se tape des critiques dithyrambiques sur son génie absolu, Kingsman, lui, il est pas super bien reçu, y compris par ceux qui ont aimé le premier. Moi, comme j'aime rien faire comme tout le monde, j'aime pas Villeneuve et j'aime Kingsman. Donc, le pitch, je vais vous balancer celui d'Allociné, hein, parce que comme d'habitude, j'ai absolument pas préparé le truc, donc je me dis que tout le monde connaît ce que je connais. En fait non. Donc, Kingsman, deuxième volet. Kingsman, l'élite du renseignement britannique en costume 3 pièces. C'est le synopsis officiel, excusez-moi. Fait face à une menace sans précédent. Alors qu'une bombe s'abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d'une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux États-Unis. Face à cet ultime danger, les 2 services d'élite n'auront d'autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d'un impitoyable ennemi qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice. Waouh, ça donne envie. Ouais, et pour vous faire une idée, c'est Julianne Moore, la grande méchante. Les Statesman les Statesman sont menés par notre ami Jeff Bridges, sans barbe, ça m'a fait bizarre de voir ses lèvres. Vraiment très étrange, et dont les agents sont entre autres Pedro Pascal, qui est absolument formidable dans le film d'ailleurs, et
le très sympathique, j'ai oublié son nom. Pedro Pascal, pour le situer, c'est Oberyn dans Game of Thrones. Hein. Et dans Narcos aussi. Ouais, dans Narcos aussi. Je sais pas lequel. Ouais. Et il y a Channing Tatum Il commence aussi. à faire son trou. Voilà. Et il y a Channing Tatum aussi qui est un des statesman très très sous-employé. J'ai pas trop compris pourquoi il était plus mis en avant que Pedro Pascal, parce que Pedro Pascal est beaucoup plus en avant dans le film. Mais sinon, à un moment, il danse. Channing Tatum, et c'était drôle. C'est très drôle. Donc voilà. Donc, revenons au film. Enfin, en fait, on l'a jamais vraiment quitté. Parce que moi, en fait, je lisais les critiques. Du coup, je suis entré dans la salle un peu inquiet. Puisque, comme je disais, des gens qui ont adoré le premier n'ont pas aimé cette suite. Et j'avais même lu une comparaison complètement à la ramasse avec, attention, les frères Grimsby de Louis Leterrier. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un gros étron. Ouais, c'est un gros étron avec Sacha Baron Cohen et c'est juste vulgaire et stupide. Ça dure 1h25, c'est irregardable, vraiment. Du coup... Hakuna Matata. Il y a quand même la scène la plus drôle de l'année pour moi dans ce film. Ah bon, laquelle? Avec les éléphants. Tu parles de l'éjaculation? Ça Oui, t'a c'est fait... ça. Ah, moi j'ai trouvé que c'était le moment où le film venait d'atteindre le degré zéro de tout. Bon, en général, quand je fais une soirée avec des amis, je mets cette séquence-là à un moment de la soirée et je regarde qui sont vraiment mes C'est amis. parce que vous êtes pédophile, c'est pour ça. Je jauge les gens là-dessus. Mais du coup, moi, je comprends pas. Donc, soit les gens sont devenus fous, soit ils ont toujours été cons et on peut plus rien faire pour eux. Je comprends d'autant pas que Kingsman, le Cercle d'Or, est un film extrêmement fun. D'ailleurs, si je ne le trouve pas meilleur que le premier, il est en tout cas beaucoup plus drôle. Je veux dire, merde, Elton John est l'élément comique le plus incroyable de l'année. Et c'est pas spécialement étonnant si on le connaît un peu, si on l'a déjà vu dans des late night, le mec est très drôle, et là, il le prouve une fois de plus. Par rapport à ça, j'ai entendu des gens reprocher une trop grosse implication du caméo. Mais quand ton nom est sur l'affiche, c'est plus un caméo, c'est un rôle. Après, libre à toi de ne pas aimer, mais c'est plus un caméo. Donc c'est complètement con de lui reprocher ça. Ensuite, en termes d'action, ça reste à un niveau assez dingue. La première, par exemple, elle a lieu après à peine 30 secondes de film. T'as une grosse poursuite dans les rues de Londres, avec une fight à l'intérieur d'une voiture. C'est assez jouissif, c'est très inventif dans la mise en scène, et il y en a pas mal qui vont égrener tout le long du film. C'est un film très généreux sur ce point, même si rien n'arrivera à égaler la séquence de la chapelle du premier film. Mais en même temps, Vaughn a dit dans une interview que le but du film n'était pas d'essayer de surpasser le premier, cette séquence incluse. Donc je pense que le mec a tout donné D'ailleurs, sur... attends, Oui. Vas-y, je me permets juste de te couper parce que t'as pas précisé que c'était toujours réalisé par Matthew Vaughn. Si, je crois que j'ai dit au tout début. Ah bon? Ah j'ai Oui, pas suivi. c'est Alors. possible. Voilà, pardon. Oui, parce que Vaughn a tendance à ne jamais faire les suites. Par exemple, il a fait le premier X-Men, enfin le premier X-Men des nouveaux. Quelqu'un qui est en train de se masturber ou je sais pas quoi là. Donc ouais, il avait pas fait le deuxième X-Men, il avait pas fait le deuxième Kick-Ass, qui était d'ailleurs le deuxième une grosse merde. Mais donc là pour le coup, il est vraiment revenu et il a très envie de faire Kingsman 3. Il veut même aussi faire des spin-offs et une série télé. Enfin, je crois qu'il a un peu pété un câble. Donc pour revenir sur la séquence de la chapelle, il comptait pas essayer de surpasser ça et je pense que le mec a tout donné sur celle-là et il connaît ses limites. Bref, je comprends pas. Parce que j'ai vraiment pris mon pied du début à la fin du film. Donc ouais, il y a une ou deux sous-intrigues pas très intéressantes, mais en dehors de ça, la durée ne se fait pas ressentir. Du coup, je regarde un peu ce qu'on lui reproche. Et par exemple, j'entends que par rapport au premier, il n'est plus punk. Et pourtant, moi, c'est pas le premier truc auquel je pense en voyant le film. C'est un truc de sale gosse. Mais ici aussi, c'est violent, grossier, et il faut mettre un doigt dans la chatte d'une meuf pour pouvoir suivre et localiser les méchants. En dehors de ça, je vois pas en quoi le premier Kingsman était un film méchant, corrosif ou contestataire. C'est peut-être moi qui suis con, mais j'ai vraiment pas vu ça dans le film. À part si on considère que critiquer les gens qui passent leur temps non-stop sur leur téléphone est le summum du subversif. Dans ce cas, ouais. Du coup, faut remettre un peu dans le contexte. J'aime vraiment beaucoup Kingsman. Je prends toujours autant de plaisir à le revoir, malgré le fait que je le trouve un poil trop long. Et c'est pareil sur sa suite d'ailleurs, parce qu'il est encore plus long, il fait 2h20. Mais c'est pas un chef-d'œuvre. C'est même pas un grand film, c'est un divertissement extrêmement fun, bien foutu parce que Vaughn a du talent, mais quand j'entends certains en parler pour expliquer pourquoi ils n'ont pas aimé le deuxième, je me dis merde, c'est quand même grandement surestimé, alors qu'on est d'accord pour dire que c'est bien. Donc le terme chef-d'œuvre est beaucoup trop employé aujourd'hui. On voit tellement de merde que dès qu'on tombe sur un truc bien, on perd toute perspective.
Mais non, t'as pas besoin de faire des chefs-d'œuvre ou des grands films. Tu peux juste faire un film bien. Et c'est le cas de Kingsman. D'ailleurs, Vaughn n'a jamais, à mes yeux, fait de grands films. Mais c'est pas grave. Donc, Kingsman, le cercle d'or, c'est bien. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, je vais utiliser la technique de défense des fans de Denis Villeneuve et son Blade Runner. T'es vraiment qu'un gros troll. Petit aparté pour le plaisir, hein. Un troll tas de cons, c'est pas ça. Mais j'imagine qu'on a les fans qu'on mérite. On l'a dit souvent cette phrase d'ailleurs. Oui. Mais effectivement. Mais après, pour rebondir sur cette, je vais pas rebondir sur Kingsman vu que je n'ai pas vu le film ni le premier ni le second. Mais je vais plutôt rebondir sur ce que tu viens de dire sur Villeneuve. Et oui, alors, certes, il a sa horde de fans dévoués, j'ai envie de dire. Mais il a aussi quand même le retour de bâton qui vient tout de suite, mais je pense que les uns comme les autres, ils tapent à côté, et c'est pas bien, parce que si on commence déjà à s'écharper sur des films qui sont quand même certainement beaucoup moins mauvais que 95% de ce qui sort dans les salles, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Bastien, toi tu avais vu le premier Kingsman, hein, n'est-ce pas ? Ouais, et comme disait Seb, j'ai le souvenir d'un film vraiment efficace. C'était le genre de film, si je l'avais vu étant gosse, je pense que j'aurais pu le regarder 254 fois. Et c'est un film qui était cool, mais pas un cool cynique comme on voit souvent maintenant, opportuniste. Là, c'était vraiment un cool, j'avais trouvé communicatif. Le film était incroyablement rythmé. Et ça m'avait fait penser à Edgar Wright, justement, dans le style de faire un film assez moderne, tout en étant tourné vers les classiques. C'était assez respectueux de tout ça. Ouais, c'est pas une parodie, c'est surtout un hommage au James Bond période Moore, par exemple, avec tous les gadgets complètement ridicules. D'ailleurs, notre ami Colin Firth, désolé pour le spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le premier film, mais il meurt dans le premier film, il revenait dans le deuxième, et l'explication de son retour, en fait, même si c'est pas super intelligent quoi que ce soit, elle colle dans le film parce qu'il y a tellement de technologies complètement absurdes que finalement t'es pas spécialement choqué par la révélation de comment il s'est retrouvé à nouveau vivant, en fait. Ouais. Enfin bref, c'est quand même un film sacrément fun. Si on devait faire une petite critique en bas du Télé 7 jours pour donner envie aux gens en 3 lignes de le donner, envie de le voir, on pourrait dire ça. Un film sacrément fun. Ouais, je trouve que le deuxième est vraiment au même niveau, quoi. Après, voilà, je pense pas qu'il soit spécialement meilleur. J'ai vu plusieurs fois le premier et une seule fois le deuxième, mais pour moi, j'ai pris autant de plaisir devant l'un que l'autre. Ouais. Et c'est le minimum qu'on demande, quoi. C'est un divertissement, on va être diverti. Puis pour le coup, comme Vaughn a du talent, c'est bien emballé en plus, donc c'est cool. Ouais, je pense que c'était plutôt juste ce que tu disais. Je pense qu'effectivement, c'est un solide artisan, ce petit Mathieu. Et que, ouais, il sait mener sa barque, et que, voilà, son X-Men, son First Class était très bon. Après, il avait fait Stardust, c'est ça ? Ouais, c'est pas Space génial. Opera. Je sais qu'il a ses fans, hein, ce Stardust. Mais je le déteste pas, hein, mais c'est pas. Enfin, disons que c'est son film le plus faible à mes yeux. Ouais. Bon, bah écoutez, on a fait le tour sur ce Kingsman. Je crois bien, oui. Et tu conseilles aux gens quand même d'aller le voir, mine de rien. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, tout le monde sait que les critiques disent n'importe quoi, donc. Et comme je ne suis pas un critique. Et on peut aller le voir dans des salles même si elle grésille et que elle est complètement pourrie cette salle. C'est un peu embêtant quand même, essayer de trouver une salle un minimum correcte. D'accord. Ouais, de toute façon, parce qu'il y a de la bonne musique et comme... ça, je regarde pas. Ouais, mais comme il y a Elton John dans le film, il y a Elton John dans la BO. Donc c'est cool. Ah, bon, ça dépend quel morceau d'Elton John. Il y a un petit bout de Rocketman à un moment, et puis il y a une autre chanson. Ah bon, bah, ok. Ouais, très bien. J'écouterai plus jamais Rocketman de la même manière maintenant. Non mais très bonne chanson, Rocketman. Excellente chanson, ouais. Ouais, voilà. Donc un film avec Elton John. D'ailleurs, les garçons, top 3, votre top 3 des films avec Elton John. La question il en a fait beaucoup du jour. Je pense pas en fait. Je suis en train de me demander que non, justement, je regarde. J'ai pas de souvenir d'Elton John dans un film. Je regarde. Pas dans un Wayne's World. Non. Petite musique d'attente. Attends, parce qu'il est dans beaucoup de BO, donc c'est pas évident. Attends, je suis seulement en 1995. Hein. Attends, acteur 21 quand même. Ouais, donc Kingsman, il joue dans la série Nashville, dans un épisode où il joue son propre rôle, comme dans Kingsman d'ailleurs.
Ouais, je pense qu'il doit faire que ça. Hein. Dans Will et Grace, ouais, il joue Elton John. Dans Brian, c'est un téléfilm ça. Brian Pern A Tribute, il joue Liberace. Ah, bah c'est. Dans Les Simpsons, il joue sa propre voix. Dans South Park, il joue sa propre voix. Dans le formidable Spice World, il joue son propre rôle. Voilà. Ah ouais, quand même. C'est pas rien. Il est dans Tommy, je sais pas ce que c'est, mais dans Tommy, il joue The Pinball Wizard. Donc ça veut dire le sorcier. Tommy dans les années 70 75. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il joue le. C'est ça, 65. Donc il joue dans le Tommy Daewoo, ouais, effectivement. Le sorcier du. Comment ça s'appelle un pinball encore du flipper. Du flipper. Ouais. Flipper, ouais. Pas le dauphin. Exactement. Non, malheureusement pour lui. Bon, Tony, tu peux enchaîner avec l'autre film rythmé de la semaine, je pense. Exactement, oui, je pense que là, on va réveiller tout le monde, on va secouer la ménagère avec le It Comes at Night de Trey Edward Schultz. Déjà, son nom est très sympathique, hein. Je ne sais pas si je le prononce correctement, ou le Schultz. Hein, voilà. Papa Schultz. Papa Schultz. Voilà, exactement. Donc, It Comes at Night. Alors, je vous fais le pitch vite fait. Alors, je ne l'ai pas pompé sur Allociné, mais j'aurais peut-être dû. C'est une famille isolée qui tente de survivre à une épidémie qui a décimé toute la population mondiale. Alors le pitch est un petit peu similaire à celui de Problemos, hein, mais après ça va bifurquer. Et un jour, un homme qu'on va qualifier de saint va pénétrer dans leur maison. Et voilà, je n'en dirai pas plus parce que j'ai déjà révélé les 3/4 du film à peu près. Et donc voilà, on est face à un énième cas de film d'épidémie, j'ai envie de dire, sauf qu'il y a des petites différences. Alors, après, je vais élargir un peu It Comes at Night et je vais dire qu'il appartient à une catégorie de films d'horreur contemporains qu'on peut qualifier de minimaliste. Alors, minimaliste, pour certains, ça va vouloir dire chiant, pour d'autres, ça va vouloir dire chiant aussi. Mais disons que c'est quelque chose qui va jouer avec peu d'effets. Et par exemple, dans la même veine, je vais citer le It Follows de David Cameron Mitchell. Alors, très joli bruitage. Et d'ailleurs, on peut se remarquer de façon totalement amusante que ces films sont réalisés par des gens qui ont 3 particules dans leur nom. Vous trouvez pas ça bizarre, vous les gars? Particules. Les francs-maçons. Particules, nous enculent. Donc voilà, on en revient à ça. Et donc pour moi c'est un film d'horreur minimaliste, enfin d'horreur déjà, je vais y revenir mais pas tout à fait. Mais ça se veut quand même ambitieux dans le propos, hein, parce que mine de rien, le pépère, il a des choses à dire et malheureusement ça va peut-être être un peu le problème du film pour certaines personnes. Alors donc voilà. Qu'il a des choses à dire. C'est que oui, je t'écoute parce que là je suis curieux. Oui, je sais, j'ai accroché ta curiosité. Donc voilà, c'est un lieu unique, il y a un groupe de personnages qui est restreint, il y a peu d'effets gore, voire quasiment pas, il y a peu d'action, ça je pense que personne ne va pouvoir me contrecarrer là-dessus, il n'y a pas de jumpscare, ou alors vraiment très peu, il y a une véritable économie d'effets pour ce type de sujet, et puis c'est surtout que d'un point de vue horrifique, c'est un traitement vachement épuré, il y a juste une BO très atmosphérique et que j'ai trouvé plutôt efficace. Après voilà, il n'y a pas de thème qu'on va retenir après le film ou quoi que ce soit, et elle participe pleinement à la mise en place. C'est l'atmosphère du film qui joue, qui est une atmosphère un peu anxiogène et sur laquelle se base de toute façon tout le film. Voilà, après malheureusement je pense que Trey Edward Schultz, il a fait un stage apparemment chez Terrence Malick et que malheureusement on lui a collé un peu l'étiquette de réalisateur de films contemplatifs. Alors, contemplatif, je veux bien, mais alors, le film, certes le rythme est lent, il n'y a pas une hystérie narrative ou filmique à aucun moment dans le film, ça pareil, vous n'allez pas me dire le contraire, la forêt est omniprésente, voilà, comme dans La Ligne Rouge pour le côté Malick. Mais après, j'ai envie de dire qu'It Comes at Night et les films de Malick, il y a un monde, ça n'a rien à voir. Alors certes, le film est fragile. Chez Malick, les films sont loin d'être fragiles. Serré resserré jusqu'à l'os. Il doit y avoir 90 minutes de film générique inclus. Et il y a un propos. Donc il y a quelque chose. Pour moi, c'est une véritable allégorie de la politique américaine depuis l'élection de Trump. Alors là, je sais que Seb, ça va te faire bondir, j'imagine. Et que donc le film nous parle de l'humanité qui s'étiole, amenée par le repli sur soi de cette famille mixte dont le niveau culturel et social semblait plutôt honorable. Par exemple, le père est professeur d'histoire, si je ne m'abuse.
Donc la peur de l'inconnu, de l'étranger, c'est des sujets universels et ô combien rebattus au cinéma. Ils sont ici traités sous un prisme un peu plus original. Ça peut fonctionner chez certains, moi ça a plutôt fonctionné, chez d'autres ça le fera pas du tout. Et voilà. Après, moi je trouve que le film se laisse plutôt regarder parce que la mise en scène elle est constamment en mouvement et que justement comme il se passe pas forcément grand chose dans le cadre, c'est plutôt le bienvenu. Sinon là pour le coup on pourrait tomber dans un profond sommeil. Après voilà, ça va dépendre de votre réceptivité ou non à cette forme de film, à ce genre de sujet qu'on peut considérer comme ambitieux ou alors comme prétentieux, voire pompeux. Si vous avez aimé It Follows, vous pouvez y aller, c'est dans la même veine. Et voilà, par contre, c'est pas un film Prosper Youpla Boom, c'est plutôt très pessimiste. Et voilà, donc moi je vous le recommande, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un inoubliable, mais ça se laisse facilement regarder si vous êtes plutôt adepte de ce genre de film. Donc les garçons, allez-y, tirez à balles réelles dessus. Déjà, je veux dire, tu disais qu'il n'y avait pas de thème qui se dégageait, mais moi j'en ai un. Ouais. Celui de Patrick Sébastien. Voilà. Non, mais sinon, le film en lui-même, on devait en parler il y a 2 semaines, mais on a changé le programme. Là, j'aurais pu en dire quelques mots, mais 2 semaines plus tard, j'ai déjà tout oublié. Donc, le seul truc que je peux dire, c'est typique du film qui croit avoir une idée, mais ne sait pas comment l'utiliser, donc on te montre rien. On te dit que, mais tu vois pas. J'appelle ça une perte de temps. Donc, je sais que apparemment, donc t'as beaucoup aimé. Moi, j'en ai strictement eu rien à branler, quoi. Beaucoup aimé, j'irai pas jusque là, j'achèterai pas le film en Blu-ray ou quoi que ce soit, mais voilà, disons que j'en suis ressorti en disant que j'ai pas perdu 1h30 de ma vie. Après voilà, comme je l'ai dit, c'est des thèmes qu'on a déjà vu 50 fois au cinéma. Mais voilà, après je trouve que comme je l'ai dit, pareil, c'est assez fragile, mais ça se tient. Pour moi, ça s'est tenu. Ça promet pas monts et merveilles. Le problème, c'est que c'est quand même d'un sérieux extrêmement papal. C'est à la limite, t'entends pas une mouche voler et c'est quand même un peu pesant par moment. Mais bon, par rapport à certaines daubes qu'on s'est farcies, ça reste quand même plutôt correct, même très correct. J'ai quand même préféré Transformers 5. J'ai trouvé moins chiant. C'est dingue, hein. Avec pourtant 1 heure en plus. Et Bastien, alors? Ouais, moi je suis un peu comme Seb, j'ai déjà peu de souvenirs du film en lui-même. J'ai surtout l'impression de voir un court métrage en fait étiré pour en faire un long métrage. Et je crois que c'est ça en plus à la base. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça à la base. Ouais. Donc ce qui fait que le truc reste extrêmement ennuyeux. En plus, on n'a pas vraiment d'attache vis-à-vis des personnages, alors que c'est quand même un peu le cœur de l'histoire. Après, je trouve que le film, effectivement, a une certaine tenue au niveau de la réal. C'est assez solide. C'est pas une catastrophe comme le film avec Schwarzenegger, là, Killing Gunther. Non, Maggie. Ah, pardon. Il a fait tellement de merde. Qui n'avait rien à voir avec Rosie Vart et Jean-Marc Thibault, d'ailleurs. C'est fait. Et Marc Villalonga. Mais... Après, le film, le truc, c'est qu'il propose pas grand-chose dans son récit, et c'est comme tu le disais, c'est pas d'une originalité non plus folle dans ses ambiances. Ça devrait nous prendre aux tripes, et on ne l'est jamais en fait. Le film, je trouve que malheureusement, ce que tu vois à l'écran n'est pas d'une puissance extrêmement folle. Parce qu'après, on peut le comparer forcément avec ce que George Romero avait fait avec La Nuit des Morts Vivants, qui était aussi un film qui avait un très petit budget, et lui justement avait réussi, je trouve, déjà à l'époque, à insuffler un rythme à son film et un sous-texte que là j'ai pas retrouvé, même si toi tu en as vu un du coup. Oui, mais justement, voilà, je pense que moi aussi je me suis fait la réflexion en parlant de Romero à La Nuit des Morts Vivants, sauf que je pense que quand Romero fait La Nuit des Morts Vivants, je suis pas tout à fait sûr que son sous-texte politique, tu vois, c'est son truc. C'est pas ce qu'il veut faire passer dans le film en premier, alors que là c'est ce qu'il veut faire passer en premier pour moi dans le film. Et que voilà, il a cette envie, le mec, de faire un film d'horreur, mais tu sais, il se sent obligé d'avoir un propos. Il veut pas faire un film d'horreur basique. Enfin voilà, il veut pas trop y toucher non plus, tu vois, un truc un peu pète-zouille où il y va pas les 2 mains dans le cambouis, quoi. Et c'est ça la différence avec la force d'un Nuit des Morts Vivants, où justement le Romero fait son film d'horreur. Il y a un sous-texte politique, mais il y va quand même franchement, quoi. Donc voilà. Elle voit souvent après, rouge, moi je dirais que... avec elle ça bouge. Voilà, swing.
Mais pour le coup, revoyez un épisode de The Walking Dead qui était bien à l'époque. C'était avec Carol et 2 filles, si je ne m'abuse. C'était un épisode qui racontait peu ou prou la même chose, mais au moins ça durait 45 minutes. Et au moins il n'y avait que 30 minutes en trop et pas une heure. Là, on peut balancer l'info dont je vous parlais hors antenne avant l'émission. Il va y avoir un crossover pour le plaisir de Bastien entre Fear the Walking Dead et The Walking Dead. Bastien, on attend ta chronique avec impatience. Voir s'il y aura un tigre cette fois. Peut-être que Un guêpe. c'est avec ça qu'il faudrait faire un crossover Avec le tigre. avec Dactari ou je sais pas. Mais est-ce que Kim Dickens, elle est toujours dans Fear the Walking Dead? Personne ne regarde la série ici en fait. Donc non, c'est pas. Problème. Je vais aller voir. On sait jamais. Hein. Parce que Petite musique Parce d'ambiance. Kim Dickens, on l'aime quand même. Oui, on l'aime forcément, Kim Dickens. Elle a joué dans Lost, Ouais. quand même, mine de rien. Et dans Gone Girl. Et dans Deadwood. Ouais. Et dans Deadwood. Et dans Hollow Man, que j'aime assez bien en fait. Oui, Et oui, elle est toujours en Donc, 2017, toujours présente dans Fear the Walking Dead. elle a pas la carrière qu'elle mérite. Ouais, clairement. Elle est en Friday Night Lights aussi. Fille très bien. Donc voilà, Malheureusement, Fear the Walking Dead, c'est moins bien. en effet. Bon, on enchaîne avec le dernier film de notre programme du jour, les garçons. Bah, vas-y. Donc Ouais. c'est une production Netflix, hein, le grand méchant loup, l'ennemi juré de Xavier Beauvois. Netflix. J'espère que dans 20 ans, les gens auront oublié qui est Xavier Oh, Beauvois. j'espère pas, il est trop drôle. Et donc voilà, Xavier, si tu nous écoutes, On on le mettra t'embrasse. en tag dans l'émission. Je pense. Vous pensez qu'il va nous retweeter comme Manu Ferrara? Je ne suis pas sûr. Manu, on t'embrasse. Oui, là pour le coup, oui, on l'embrasse. Sur la vraiment. bite. Il y a de la place, On il y a de peut la place, faire on peut tous les On trois y aller en peut, même on temps. peut s'y mettre à 3 en plus. Non, on peut s'y mettre à 3, voilà, exactement. Et donc c'est le Gerald's Game de Mike Flanagan, adapté du roman de Stephen King, connu dans nos contrées sous le nom de Jessie. Jessie's Girl. Donc donc voilà, le film est sorti très récemment sur Netflix. Je pense qu'il y a une petite dizaine de jours à l'heure où on vous parle. Je commence, les garçons, vous voulez tout de suite prendre la Vas-y, parole? j'ai rien à dire. Non, vas-y. Alors très bien. Alors je vous fais le pitch parce que le pitch est quand même pas piqué des hannetons et il donne envie de voir le truc, je pense. Donc voilà, c'est un couple de quinquas. Donc dans ce couple, il y a notre ami Bruce Greenwood, sosie officiel de Sam Neill, et Carla Gugino. Non, on avait dit non. Ah merde. J'ai dérapé, excusez-moi. Donc voilà, Carla Gugino. Voilà, Tu bon, veux du pas non chewing? plus. Il y a Ali Berry dans Kingsman 2. Donc voilà Ah. du chewing. Vous pouvez reprendre, mon cher. Nous reprenons. Donc un couple de quinquas qui se décide de se faire un petit week-end dans une maison pareille, isolée sur la côte, décor paradisiaque et compagnie, pas de voisins aux alentours, et donc pour pimenter leur vie sexuelle qu'on devine un petit peu calmos, monsieur décide de menotter Madame au lit, et ce qui devait arriver arrive. Monsieur fait une crise cardiaque, laissant donc Madame attachée solidement au lit et donc à partir en vrille dans ses pensées et compagnie. Voilà, ça c'est pour le pitch du film. Et mine de rien, ça ne prend peut-être que 20 minutes du métrage qui en compte 1h40, je crois, si je ne m'abuse. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va se passer pendant les 1h20 qui restent? Mais qu'est-ce qui N'est-ce va se pas? passer pendant les Qu'est-ce qui va se 1h20 qui passer restent? Et ben Dis-nous voilà. le nœud, Alphonse. Eh ben, je vais vous le dire, il se passe des choses assez palpitantes comme comment récupérer un verre d'eau. Il y a des chiens qui vont rentrer dans la chambre. Voilà. Et parce qu'il Teste faut les ça- chiens de garde. Il y a aussi un monsieur qui est, je crois, notre ami de Twin Peaks, le géant de Twin Peaks qui est donc dedans. Je pense que je te l'apprends, Bastien, en direct live, n'est-ce pas? Non, je me suis fait la réflexion, mais j'ai pas été vérifié, effectivement. Et je te C'était confirme que c'est lui. Et donc voilà, et Carla Gugino, donc, qu'on va voir pendant 1h30 en nuisette, donc attachée à ce lit, donc va se remémorer forcément des choses de son passé, parce qu'il faut bien combler l'histoire, voyez-vous. Et voilà, donc des hallucinations, en veux-tu, en voilà, il y en aura quelques-unes, et c'est traité, je trouve, plutôt correctement. Alors le bouquin
Je vais être très franc avec vous, je pense avoir commencé il y a une petite vingtaine d'années, je ne l'ai jamais fini. Oui, je suis très vieux. Et donc voilà, parce que je trouvais que le bouquin, comme souvent chez Stephen King, bénéficie d'un pitch de départ complètement dingo, mais qu'après le traitement laisse un peu à désirer. Et alors moi, je j'ai pas peur de dire que Stephen King, c'est pas spécialement ma tasse de thé. J'ai toujours eu des soucis avec ses symboles chrétiens et sa morale judéo-chrétienne qui me pompe assez allègrement le dard. Et généralement, les adaptations sont souvent majoritairement très mauvaises. On est d'accord là-dessus. Et donc, écoutez, justement, moi, je vais vous donner tout de suite mon avis dessus. Je pense que Jessie fait partie de la catégorie des bonnes adaptations. Voilà, le sujet était quand même bien casse-gueule. Et Mike Flanagan, donc, on va situer pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit réalisateur qui commence à faire son nom, à faire son petit trou. Je crois que 1,77. Nous vérifierons après avec une petite musique d'ambiance. Mais donc voilà, et Mike Flanagan, il a fait, alors parce que faut faire attention, il a fait la suite de Ouija, donc Ouija 2, n'est-ce pas? Waouh. Il a fait, alors le titre français c'est Oculus, je crois, mais le titre VO c'est The Mirror, et donc faut pas confondre avec d'autres films qui ont exactement le même titre. Il a fait un truc qui s'appelle Hush et un autre long métrage qui doit s'appeler Before I Wake. Alors, pas mal Hush. C'est sur Netflix. Mais donc voyez-le, c'est pas mal. Il est sur Netflix aussi. Donc voilà. Et donc c'est un réalisateur qui franchement qui commence à avoir une bonne petite réputation. Le mec a des petits budgets, il se débrouille pas trop mal. En plus il est pareil, il est scénariste, il est monteur. Enfin voilà. Et il fait 1m85. 1m85 putain. Et donc voilà. Et là, il a chopé quand même un budget assez conséquent, une prod d'envergure parce que quand même distribution Netflix oblige. Et je trouve que son sujet est bien traité et il a évité la plupart des pièges. Et je pense que le seul reproche que je lui ferais, c'est sa fin. Mais je pense qu'elle est autant imputée à King qu'à lui. Et je pense peut-être même que lui a été plus intelligent, qu'il a traité ça très rapidement. Le final, je parle du moment où elle se libère, parce que bon, spoiler, elle va finir par se libérer. Délivrée. Et donc, après, il reste 10 minutes de métro. Pardon, vas-y, continue. Je fais mon émission à part. Voilà, non, mais très bien. Et donc, oui, elle finit par se libérer. Et je pense qu'il reste une dizaine de minutes de métrage. Et là, ça va très très vite. Et à tel point qu'on se demande s'il expédie pas ça manu militari pour être tranquille. Et ce que j'ai vu, c'est que dans le bouquin, à partir du moment où elle se libère, il reste encore quand même 200 pages. Oula. Donc, vous imaginez un peu le bordel avec Stephen King. Sachant que déjà dans le film de Flanagan c'est pas très clair, même si on comprend quand même la plupart des choses. Et il y a quelque chose qui me fait penser aussi que Flanagan a volontairement sabordé ou disons accéléré cette fin, c'est le plan final. Alors je sais pas si vous en souvenez. Non, justement, je te demandé de le griller parce que je m'en souviens pas du tout. Alors voilà, ce tout dernier plan final, elle sort du procès où elle a affronté donc le mec qui est le serial killer là, joué par donc le géant de Twin Peaks, et elle sort en mode je mets mes lunettes de soleil et je pars vers le soleil couchant telle une star hollywoodienne. Alors pour symboliser sa libération et que enfin maintenant elle va pouvoir démarrer une vie tranquille, elle se dirige donc vers la lumière et compagnie avec tous les symboles Stephen Kingiens qu'on peut y voir. Et le problème de ce plan, moi, c'est que je l'ai trouvé extrêmement contrairement au reste du métrage, je l'ai trouvé très fake. On voit tout de suite que c'est un plan factice et je me suis dit que c'était une petite entourloupe de Flanagan et que lui n'avait absolument pas la même vision que Stephen King et que pour lui c'était un leurre et que donc volontairement ce dernier plan il avait extrêmement chargé en effet pour voir le côté complètement factice de cette libération. Et voilà, après peut-être que c'est mon ressenti et que je me gourre totalement. Mais moi, ça m'a paru, ça m'a choqué, je me suis dit, oula, ce plan est quand même extrêmement curieux, contrairement au restant du métrage. Et voilà, moi c'est ce que j'y vois. Après, je vous dis, c'est mon ressenti, ça se trouve, je suis complètement à côté, mais bon, bref. Et donc voilà, je continue, je vais vous dire que le cast du film est très bon. Bruce Greenwood est très très bon même. J'ai quand même
peu une déception autour de Carla Gugino que je trouve bonne, mais enfin, c'est quand même un rôle particulier, et je pensais que ça serait plus dans la démonstration ou quoi que ce soit, mais non, je vais pas dire qu'elle est mauvaise, hein, non, mais elle est correcte, elle casse pas la baraque, mais elle est correcte. Et voilà, après c'est un sujet qui est extrêmement dans l'air du temps, voilà, on parle de féminisme, on parle des chaînes, des liens, des métaphores et compagnie qu'on se fait, le mariage et compagnie, les souvenirs du passé, enfin, voilà, tous les trucs un peu traumatiques. Et voilà, après, je pense que le film va rester dans les mémoires pour certains passages. J'ai déjà cité la scène du verre d'eau qui est plutôt pas mal. La scène du poignet, je pense qu'elle est très très bonne aussi. Et elle fait bien mal. Voilà, moi je vous dis, pareil, allez-y franchement. Vous avez passé 1h40 plutôt cool. Les gars. Moi je te trouve extrêmement indulgent comme la plupart des critiques que j'ai lues sur le net. J'ai été quand même surpris parce que tout le monde a plutôt vanté justement les mérites de cette adaptation, et moi j'ai trouvé que justement c'était très faible. Alors est-ce que c'est encore le label Netflix qui fait que les gens s'enthousiasment pour le truc? Je ne sais pas. Tony t'a vendu. Tony n'est pas un vendu, donc à moins qu'il bénéficie peut-être finalement de pas l'augmentation qui est prévue, j'ai vu des abonnements. Non, mais ça c'est une technique, ils ont dit que les mecs augmentaient les prix juste avant la saison 2 de Stranger Things quand même. Ouais. Non, mais après moi ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que après pareil, j'ai pas lu le bouquin, mais je pense que ce qui passe à l'écrit ne passe pas forcément à l'écran, car là on assiste à un truc extrêmement creux. Il y a très peu de péripéties au final qui se passent autour de son attachement du lit, je trouve. J'ai pas ressenti la profondeur du sujet, ni la dureté du truc. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Parce que, mis à part effectivement la scène avec le poignet, qui est quand même pour le coup bien dégueulasse, le reste du film, ça fait quand même téléfilm du dimanche après-midi pour papa et maman. C'est quand même pas très violent. Je préfère revoir mes adaptations des années 90 qui passaient sur M6 par les Mick Garris et compagnie que de voir ce genre de truc. Mais je suis d'accord avec toi, justement c'est un des reproches que je faisais aussi au film, c'est que la temporalité était bizarrement gérée. On a l'impression que ça dure 24 heures quoi, alors que je pense que ça s'étiole quand même, pareil, ça s'étire sur 3-4 jours. Et du coup, ouais, c'est un peu dommage là-dessus. C'est vrai qu'on se demande, on se dit que la nana perd la boule très rapidement, quoi. Ouais. Après, vu son passé et compagnie, ça peut s'expliquer, mais bon. Puis toute l'histoire avec le mec à la fin, le géant, ouais. Je trouve que c'est amené très bizarrement, quoi. Oui, c'est vraiment ça que je pense qu'il pense que la fin est sabordée aussi. Moi aussi, cette histoire de serial killer tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et toi Seb, du coup? Bah alors moi quand j'ai commencé le film, j'ai ouvert une boîte de cookies et la boîte de cookies était absolument formidable. C'est tout ce que j'ai retenu. Et c'était quelle marque? Je n'en ai absolument pas la moindre idée, c'est des trucs à 80 cents. Voilà, il y en a 3, 6, 12. Il y en a 12 dans la boîte et c'est aux pépites de chocolat. Et quand c'est fini, moi je prends le plastique, je me prends mon doigt et je frotte autour du plastique pour lécher, tu vois, pour vraiment récupérer le maximum. Et quand la boîte de cookies était finie, parce qu'évidemment 12 cookies, tu penses bien, je les ai mangés très vite par rapport à 1h40. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu reniflé la boîte pour continuer à subir, continuer à apprécier ça, quoi. Parce que j'allais pas ouvrir ma deuxième boîte de cookies tout de suite, je la gardais pour un peu plus tard. Donc, non, les cookies étaient vachement bons. Si vous êtes en Belgique, c'est au magasin Aldi. C'est très très bon, donc voilà. C'est des New Yorkers. On a des Aldi aussi en France. Voilà. Ça s'appelle des New Yorkers. Et voilà, ça coûte genre 80 cents, vous en avez 12 par boîte. Et franchement, je leur mets un bon 9,5 sur 10. Formidable. J'en avais mangé des autres qui s'appelaient des Americans, je les avais achetés dans un magasin Carrefour, là pour le coup. Ça coûtait plus cher en plus, et c'est un paquet bleu, si vous voulez vous faire une idée. Bourgeois. Et franchement... Non, ceux-là, ils étaient pas top, j'avais pas adoré le chocolat, mais les New Yorkers que j'achète au Aldi, à chaque fois, c'est un plaisir absolu. Donc voilà, si les gens du Aldi nous écoutent, big up à vous. HD, Aldi. Voilà, Et est-ce que c'est dispo sur Netflix? Non, pas le cookies, va falloir l'acheter séparément. Ouais. Désolé.
Cookies Ok. and Shell. C'est comme si vous aimez Cowboy Bebop. Sur Netflix, vous pouvez regarder la série, mais pas le film. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour du coup, hein, de cette émission diverses et variées, avec un programme très éclectique. Mais je crois que Seb, tu nous as réservé une petite surprise, un petit coup de Ouais, bah, gueule. petite déclaration d'amour envers les cookies. Petit coup de gueule rapide, si vous le permettez, contre Joséphine Garis Cochrane. C'est la dame qui a inventé le lave-vaisselle. Parce que c'est quand même plus simple d'apprendre et de comprendre la théorie de la relativité, qu'elle soit restreinte ou générale, que de ranger sa vaisselle dans le lave-vaisselle. Alors Joséphine, t'es gentille, je suis content que tu sois morte parce que t'es vraiment quand même une grosse connasse. Voilà, c'était mon coup de gueule. D'ailleurs, je pourrais rebondir sur le sujet. Nous, ce week-end, on a une assiette qui a pété dans notre lave-vaisselle. Et c'était la première fois que c'était arrivé. Ça, c'est qu'il y a un gros souci parce que tu vois, t'as probablement mal rangé ton lave-vaisselle et il y a quelque chose qui a été pété sur ton assiette et c'est comme ça qu'elle s'est cassée. Et donc, Ouais, en deux en plus, hein, vraiment. Ouais, bah donc ça veut dire que en plein milieu. c'est Quoi. le lave-vaisselle qui fait sa pute et donc c'est Joséphine. Je rappelle son nom si quelqu'un va aller chier sur sa tombe. Joséphine Garis Cochrane. Aucun lien avec Christine Angot. Voilà, exactement. Je voulais la placer à un autre moment, je l'ai zappé, donc là ça me revient, donc je la place là. Désolé, Des Christine. femmes qu'on aime. Et Jimmy Cochrane. Ceci est Chewbacca. Du coup, est-ce qu'on se fait un petit café du commerce ou pas, les garçons? S'il y a quelque chose à dire. Bastien, t'as quelque chose à dire? Non, juste dire que depuis quelques heures est arrivée la bande-annonce de la saison 11 d'X-Files. Ouais. Elle est disponible là et ça m'a redonné un petit coup de peps pour cette saison. Parce qu'après la saison 10 quand même qui nous a bien déçus, Ah, bien refroidi, ouais. qui a bien refroidi là, bon si, encore après ça on joue un peu sur la nostalgie dans les images donc forcément on tombe un peu dans le panneau et finalement quand on va voir le produit fini on va se dire Ah bah, fallait pas. fallait pas. Mais là la bande-annonce est réussie. Il y a l'homme Ah, à la c'est- cigarette et tout ça. C'est qui ce est que j'allais dedans. dire, voilà. Ouais. Apparemment, Chris Carter nous a parlé de l'homme à la cigarette et de ses origines. Alors j'ai envie de dire, on s'en fout, mais pourquoi pas? Ça sera Ah. toujours mieux que ces délires récents, quoi. Après, si j'ai bien compris, ils vont quand même faire le principe de que le premier et le dernier épisode seront consacrés à la conspiration et à tout le reste, ce seront des stand-alone. Bien. Ouais. épisodes. Mais c'est pareil, il y a combien d'épisodes de prévus, t'as vu? ou pas Il déjà y en a plus là, hein, je crois que c'est du 10 au moins. Oula. Oula. Wait and see. Et donc la bande-annonce de Justice League aussi est parue récemment et je sais que Seb, tu l'attends avec une impatience non dissimulée. Bah ouais, mais je vais même pas parler directement de la bande-annonce, je vais plutôt parler des réactions, parce qu'elles sont très oh non, ça a l'air nul, non, ça raconte rien, la bande-annonce. Alors, juste un truc, les gars, vous vous plaignez tout le temps que les bandes-annonces montrent tout le film, et là d'un coup, le film, la bande-annonce ne montre rien du tout, elle te dit pas exactement quelle sera l'histoire du film. Et je trouve que c'est vraiment cool, quoi, parce qu'en fait, finalement, tu auras toutes les surprises dans le film. Après, ça veut pas forcément dire que ce sera des bonnes surprises. On voit, il y a une photo assez dégueulasse d'une grosse scène d'action sur fond vert où le ciel est rouge. Et je trouve ça vraiment très très laid. Mais pour la première fois, on a d'ailleurs Superman qui est mort à la fin de Batman vs Superman, qui va revenir dans Justice League. On l'a toujours pas vu. Et je trouve ça encore une fois, c'est vraiment cool, quoi. C'est-à-dire que dans une époque où on te montre tout, absolument tout dans les bandes annonces, là on n'a rien. Mais donc par rapport à ces séquences d'action sur fond vert, on a au début de la bande annonce un rêve de Lois où elle rêve de Clark, et la scène est vraiment très 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 belle parce que Zack Snyder a beaucoup de talent, et c'est vraiment sublime, et ça me prouve que il y aura beaucoup plus que ce qui est en train de faire crier certaines personnes. Je pense qu'on va, j'espère en tout cas, avoir un beau film derrière toutes ces grosses séquences d'action bourrines sur fond vert, ce qui a toujours été le problème des films d'ici d'ailleurs, qui se terminent toujours sur un gros patchwork numérique pas génial. Wonder Woman, dernier en date, nous faisait la même chose que Batman vs Superman, qui faisait exactement la même chose que sur Suicide Squad. Donc c'est un problème qu'il va falloir régler prochainement chez nos amis de chez DC. Voilà. Et rappelle-nous la date de sortie du film, c'est Il sort le février ou 15. mars de l'année prochaine, Non, c'est il ça? sort le 15 novembre. Ah, mais je le voyais beaucoup plus tard que Ah ça. non, j'ai pris congé moi. Ah ben. et du coup, Star Wars est prévu quoi, début Star décembre Wars, ou quelque lui, chose comme il ça? est prévu, je regarde la date, il est prévu le Le 13. 9 ou quelque chose? Le 13. Ah ouais, il y a quand même quasiment un mois entre les deux. Bon, ça va, ils vont pas s'affronter directement. Non, il va affronter Jumanji, Star Wars. J'ai très très peur pour Star Wars. Ah oui, oui, moi aussi, ouais, complètement.
Très bien. Eh bien, voyez-vous cela, nous avons fait le tour de la question. Je vais rappeler les comptes Twitter de chacun pour conclure. Je vais vous parler du programme à venir pour Bug, les prochaines émissions. Donc Seb, on te retrouve sous le nom de Grumpy Seb sur Twitter. Bastien, nous te retrouvons sous le pseudo de Lisa Del Sierra. Et, I'm back. Et donc Alphonse Dadet pour moi-même. Prochain numéro de Bug, donc le numéro 19, ça sera une petite spéciale Edgar Wright. Et on sait que vous êtes nombreux et nombreuses, écriture inclusive, à aimer ce réalisateur anglais. Donc on fera un petit truc sur sa carrière. Donc de Space, on va parler de Space, on va parler de Shaun of the Dead, de Hot Fuzz. On va parler aussi de son dernier, Baby Driver. Enfin bon, on va essayer de faire toute sa carrière. Seb va même s'infliger son premier long métrage. Bon, on va essayer. Dont le titre... Oui, tu es sur le coup. Et donc voilà, donc après on aura donc la fameuse 20e sur le FAQ. Et puis après, advienne que pourra. Certainement qu'on vous parlera aussi de Blade Runner, le 2049, si on a l'occasion de le voir. On vous parlera aussi de Mindhunters, la série Netflix de David Fincher. Enfin voilà, il y a quelques projets qui vont arriver qui nous font saliver et j'espère qu'on aura l'occasion de vous en parler. Sur ce, nous vous saluons bien fort, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine, messieurs. Je vous salue bien bas. Au revoir. Bye bye. Ciao.